Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous accueillir encore cette soirée dans vos maisons. Eh bien, nous sommes avec vous ce soir sur ce plateau de la TV7 pour parler d'un thème qui, je l'espère, vous intéressera. Il s'agit de la relation entre les civils et les militaires, la problématique et les approches de solutions. Pour en parler avec nous cette soirée, nous avons invité pour vous des personnes ressources. Eh bien, juste à mon côté, nous avons M. Thierry Zang, qui est coordonnateur de programme associé ANREC. Monsieur Zang, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous parlons de relations entre civils et militaires, alors il faut des personnes concernées pour en parler. Nous avons également avec nous le capitaine Messan Akobi, qui est attaché de cabinet au ministère de la Sécurité. Capitaine, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Rodrigue Pogli est également des nôtres, c'est le secrétaire général de JUDA. JUDA, c'est bien Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Monsieur Pogli, bonsoir. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce soir sur ce plateau pour discuter de ce thème, relations entre civils et militaires, la problématique et les approches de solutions. Okay. Capitaine Akobi, vous êtes membre des corps habillés. Est-ce que cette explication que vient de nous donner M. Zang vous satisfait? Êtes-vous du même avis ou pensez-vous qu'il y a d'autres aspects que l'on devra souligner? Bon, merci madame. Sans revenir sur les explications ou sur les résultats de l'étude auquel vient de faire allusion M. Zang, je pense qu'il faut reconnaître que les relations entre civils et militaires dans notre pays sont très arrimées sur la situation politique. C'est ainsi que vous allez voir que avant les années 90, il y avait une parfaite harmonie entre les civils et les militaires. Les gens étaient toujours ensemble, il n'y avait aucun problème particulier. Mais il a fallu que les années 90, avec les troubles, arrivent pour que du jour au lendemain, le militaire et le civil qui étaient toujours ensemble se retrouvent aujourd'hui comme des adversaires, voire des ennemis. Au point où il y a des actes de violence, réciproquement bien sûr, qui ont été commis par les uns et les autres, qui ont détérioré gravement ces relations. Donc, avec les années 90, nous sommes arrivés à une situation de méfiance, de non-respect mutuel. Et vous allez voir que aujourd'hui, à la faveur de l'évolution politique actuelle, la confiance renaît. Et les gens n'ont plus la même perception du militaire. Je crois que l'évolution politique du pays influence énormément les relations entre les civils et les militaires. Merci capitaine. Monsieur Pogli, vous êtes secrétaire général du JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Vous représentez sur ce plateau les civils, la société civile. Alors dites-nous, au jour d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il puisse exister de bonnes relations entre les civils et les militaires, comme vient de l'expliquer monsieur Zang et le capitaine? Oui, merci. Je pense que concrètement, les relations entre l'armée et les civils sont aujourd'hui dans un état extrêmement grave. Je dirais que nous sommes dans des relations que je qualifierais d'exécrables et à la limite de subordination, c'est-à-dire que les civils sont en quelque sorte subordonnés à la classe militaire qui, de manière constante et permanente, a exercé des violences sur cette population togolaise-là. Mais il faut également reconnaître qu'il est possible d'arriver à remonter le moral de chacun des acteurs. Mais cela ne pourra se faire que si, à mon avis, on accepte d'abord de reconnaître les torts qui ont été commis vis-à-vis de la population et qu'un certain nombre de conditions, à mon avis, se soient réunies pour qu'on arrive à cette réconciliation dont nous parlons tant. Parce que si nous faisons un bond un peu en arrière, on a vu que déjà dans les années 60, où le coup d'État militaire qui a mis fin au processus d'indépendance du Togo, ce coup d'État qui était intervenu en 1963 et en 1967 le président Yadema, feu président Yadema avait pris le pouvoir. On a constaté que
tout au long de ce parcours des années 67 jusqu'aux années 90, les violences n'ont pas manqué. Et c'est la Conférence nationale souveraine qui a révélé un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'exactions sur les populations commises par les militaires. Donc, nous constatons également qu'à partir des années 90, avec le vent de l'Est qui a soufflé et les réclamations légitimes démocratiques des populations, effectivement, l'armée a été sollicitée à plusieurs reprises pour mater la population de sorte à ce que le pouvoir puisse être consolidé. Et donc nous sommes dans ces relations jusqu'à présent. Et ce qui s'était passé en avril 2005 prouve à suffisance que les relations entre les civils et les militaires sont au point mort aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a urgence de faire en sorte qu'on puisse retrouver cette coexistence pacifique pour arriver à une société, à mon avis, développée autour. Alors, selon vous, le fait que ces relations soient aussi dégradées que vous le dites, est-ce qu'elles n'ont pas une origine en ce que les civils eux-mêmes posent des actes qui pourraient pousser ces militaires-là, comme vous le dites, à les reprimer? Non, vous savez que oui, on peut peut-être accepter cela, mais quand on va au fond des choses, on remarque que ce n'est pas tellement ça. Quand vous avez dans un pays un régime dictatorial, ça il faut avoir le courage de dire certaines choses. Nous avons un régime dictatorial au Togo qui n'a jamais été choisi par le peuple. Mais le peuple est en droit de réclamer la démocratie. Et donc, lorsque le peuple réclame la démocratie, il ne revenait pas, à notre avis, aux militaires qui sont un corps ou une partie de la société qui réclame cette liberté d'expression d'opinion, ce développement d'une manière globale. Nous ne comprenons pas pourquoi l'armée qui fait partie de ce peuple-là, qui est d'abord nourri, habillé et équipé par le peuple, puisse être le bourreau de ce même peuple. Donc pour nous, il est clair que les populations, à un moment donné, étaient amenées à réclamer la liberté, à réclamer le respect de leurs droits. C'est ce qui a poussé le régime en place, qui a sorti l'artillerie lourde pour mater la population. Il est vrai que lors des manifestations, les populations, parfois, commettent un certain nombre d'actes qui ne sont pas des actes irrépréhensibles. Mais, en ce qui concerne une république, nous ne concevons pas très bien qu'on puisse maintenir l'ordre en tirant sur la population. Donc, même si la population, à un moment donné, était amenée à commettre un certain nombre d'actes, nous pensons qu'il y a des méthodes plus civilisées, plus pacifiques de maintenir l'ordre que de tirer sur la population. Merci, monsieur. Capitaine Akobi, je voudrais donc me tourner vers vous pour vous poser cette question. Voilà l'armée qui est indexée. Loin de nous l'idée de revenir sur les événements qui se sont déroulés dans les années passées. Mais en ce qui concerne les relations qui existent au jour d'aujourd'hui entre les civils et les militaires, pensez-vous qu'au niveau des corps habillés, il puisse avoir des facteurs qui ont favorisé la dégradation de cette relation-là? Bon, merci madame. Je vais revenir un peu sur ce que notre ami Digida vient de dire à l'instant. Il a dit dans son intervention qu'il faut qu'on retrouve cette confiance. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait effectivement une coexistence pacifique entre les civils et les militaires, qui à un moment donné a connu et a été mise en difficulté. Et moi je l'ai dit longuement, les événements politiques sont à l'origine de cette dégradation des relations entre les civils et les militaires. Bon, ça c'est un fait, le constat est là. Et vouloir imputer l'entièreté ou la grande majorité de la responsabilité à telle ou à telle catégorie, je pense que là il faut qu'on soit très prudent dans notre analyse. Parce que autant les civils se plaignent d'avoir été victimes des actes des militaires, autant les militaires aussi ont été victimes. La preuve c'est que pendant ces mouvances, nous avons connu des gendarmes, des militaires, des policiers qui ont été complètement décapités. À un moment donné, le militaire, le gendarme qui habite un coin de la ville ne peut plus rentrer chez lui en tenue. Il est obligé de se changer en tenue civile avant d'y aller. Pourquoi? Or, tel n'était pas le cas avant.
ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a basculé. Ça, les torts sont vraiment partagés. C'est vrai, et on ne peut pas aujourd'hui simplement dire que oui, c'est parce que les militaires, vous avez les moyens de répression, c'est pour ça. Peut-être c'est un fait, mais il faut reconnaître que dans ce genre de situation, les torts sont partagés. Et pour ce que nous voulons construire, il vaut mieux voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que ce que tout le monde déplore ne se répète plus à l'avenir. Je pense que c'est la précision qu'il convient de faire quand même par rapport à l'intervention de notre ami du JIDA. Bon, s'agissant des relations entre les civils et les militaires, c'est-à-dire que vu du côté des militaires, je pense que de la même manière que du côté des civils, les gens se plaignent, du côté des militaires, les gens se plaignent également. Comme quoi, on se rejette mutuellement la balle. Et ce qui est important, et c'est ce qu'il convient de noter, c'est que aujourd'hui, il y a une volonté ferme et farouche de la hiérarchie militaire de faire en sorte que les relations entre civils et militaires s'améliorent. La preuve, c'est que le projet ACREP a reçu l'onction de la hiérarchie militaire. Et aujourd'hui, c'est une situation irréversible. Je pense qu'il faut qu'on tire les leçons des situations passées et construire l'avenir en tenant compte de ces acquis solides. Donc c'est ce qui est très important à soulever à mon avis. D'accord. Monsieur Kogli, je reviens à vous, vous qui représentez aujourd'hui sur ce plateau la société civile. Nous venons d'être rassurés sur le fait que ces relations-là peuvent être encore ramenées au beau fixe. Alors, selon vous, quels peuvent être les mécanismes par lesquels on pourrait y parvenir? Je pense que le représentant de l'UNREC a bien précisé que par le mécanisme de contrôle et de responsabilité, on pourrait arriver à faire quelque chose dans ce sens-là. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que dans le sens de la réconciliation, la notion de la réconciliation, à notre avis, n'est pas incompatible à la notion de justice et de vérité. Donc pour nous, il est clair que nous ne pourrons pas, sous prétexte d'une certaine réconciliation, passer l'éponge sur tous les faits qui ont été commis à l'endroit des populations et vice-versa. Donc, pour nous, il est clair qu'il faut actionner le mécanisme de la justice pour parvenir à la vérité. Et s'il y a responsabilité, parce que jusqu'à présent, nous disons des choses, mais il faut préciser que tout ce que nous disons sont des présomptions. Donc, il y a la présomption d'innocence qui pèse, en tout cas sur ceux qui se voient indexés de ces actes-là. Maintenant, il reste à la justice de clarifier les choses et de donner les sanctions qu'il faut aux auteurs et commanditaires des actes de violence et des actes qui ont contribué à la dégradation des relations entre les civils et les militaires. Ensuite, il faut préciser aussi que, en termes de facteurs d'aggravation, puisque vous avez posé la question, je pense que il ne faut pas non plus oublier que cette armée, en tout cas l'armée togolaise, qui pendant longtemps a été qualifiée d'une armée républicaine, en réalité, dans les faits, n'est qu'une armée familiale et clanique. Ça, il faut avoir l'honnêteté républicaine de le dire et de voir qu'aujourd'hui, il y a urgence de faire en sorte qu'on puisse parvenir à une armée véritablement républicaine, non pas dans les tests, mais dans les mentalités. Et ce qu'il faut, à notre avis, c'est d'inculquer une certaine notion de la République, des notions de démocratie, des valeurs citoyennes à cette armée pour qu'elle puisse faire, à notre avis, un désarmement mental, ce qui lui permettra de voir la population qui, dans les rues, réclamant les libertés et le respect des droits de l'homme comme un partenaire et non un adversaire qu'il faut coûte que coûte éliminer au profit d'un pouvoir qui, à notre avis, ne favorise pas la démocratie dans notre pays. Alors, M. Kogli, du moment que ce pouvoir que vous taxez de clanique a pris les dispositions et est prêt aujourd'hui, comme l'a dit M. Zhang, à mettre les moyens pour qu'on puisse réinstaurer ces relations de bon voisinage, si vous permettez le terme, entre les militaires et les civils, alors pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de revenir sur le passé, étant donné que les torts sont, comme nous l'avons dit ici, partagés, mais qu'il ne serait pas mieux d'avancer, de chercher les voies et moyens pour pouvoir pacifier aussi bien l'armée que les civils, puisque les torts sont partagés? Bon, en tout cas,
nous, notre organisation, nous ne sommes pas totalement d'accord sur ce que vous appelez le partage des responsabilités. À notre avis, il y a forcément exercice de violence sur une population, à notre avis, qui n'est pas armée et qui ne fait que réclamer le respect de la Constitution de la République togolaise. Et donc, pour nous, oui, il peut y avoir de responsabilités lorsque, dans la foule, lorsque une foule de manifestants, dans la foule, il y a des gens qui cassent des maisons, qui s'attaquent aux biens d'autrui, aux biens publics. Là, il peut y avoir riposte. Mais la riposte doit être proportionnelle à la faute commise. On ne peut pas tirer sur un homme, sur un citoyen qui détruit un feu tricolore. C'est totalement disproportionné. Et en ce sens, nous disons très clairement qu'il faut faire un bond un peu en arrière pour voir que dans les années 93, où les relations entre les civils et les militaires se sont totalement dégradées, le président d'alors, le président de la République d'alors, feu président Gnassingbé Eyadema, paix à son âme, avait initié une politique de réconciliation nationale. Et nous nous souvenons très bien qu'on avait même fait, je crois, une journée de réconciliation armée-nation. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Donc il faut observer qu'à chaque fois, les facteurs aggravants, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve en position ou bien en période électorale, il y a une recrudescence de la violence. Ce qui fait que l'armée, finalement, étant acquise à la cause d'un pouvoir qui n'arrange pas les affaires du peuple, se met aux côtés de ce pouvoir-là comme une forme d'aile marchande du pouvoir et mate la population. Donc nous disons que pour arriver à la réconciliation effective, il faut situer les responsabilités. Je crois qu'il y a plusieurs rapports d'institutions internationales, notamment l'ONU, qui, ONU, FIDH, Amnesty International et des organisations locales qui ont fait un travail dans ce domaine. Donc je crois qu'il faut rapidement mettre en œuvre les recommandations de ces rapports-là pour que nous puissions véritablement arriver à une justice qui ferait en sorte que nous puissions retrouver cette coexistence pacifique dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Capitaine Akobri, dites-nous quel pourrait être l'apport des forces armées aujourd'hui dans la reconstitution de cette confiance-là entre les civils et les militaires pour que les relations soient améliorées? Bon, madame, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Oui. Il y avait une question, c'était la possibilité, est-il possible aujourd'hui de rétablir ces relations? Au-delà même de la simple possibilité, je pense que c'est une nécessité impérieuse. Parce que la cohésion nationale passe nécessairement par là. Parce que, qu'on ne le veuille ou pas, moi je suis militaire, mais mes parents ne sont pas militaires. Et il n'est pas dit que mes enfants seront militaires. Je vis dans un environnement, pas forcément militaire, même si je suis logé dans un camp, mais je vis avec des parents qui sont civils. Donc, pour nous, le civil ne doit pas être perçu comme l'adversaire du militaire. La raison d'être d'une armée, c'est parce qu'il y a la population. Nous sommes là pour protéger la population, aussi bien l'intégrité physique des personnes que les biens. De la même manière, si le militaire n'est pas là, si les forces de sécurité ne sont pas là, je crois que les populations civiles ne se sentiront pas à l'aise pour vaquer librement à leurs occupations. Bon, de deux. Quand on parle du caractère clanique de l'armée, moi je pense que c'est un faux problème. Je m'explique. Quand vous êtes à l'extérieur de l'institution, vous pouvez raisonner comme ça. Mais lorsque vous êtes dedans, vous vous dites non. C'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, on veut recruter au profit de l'armée, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée, c'est un concours national qui est lancé. Et les gens sont sélectionnés sur les rangs. Lorsque vous n'allez pas vous présenter, on ne viendra pas vous chercher de votre maison. Parce que vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison et demain dire ah non, 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 moi on ne m'a pas pris. Mais il faut aller comme tout le monde. La preuve, c'est qu'il y a un travail objectif qui est fait. C'est pourquoi je dis, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous avez toujours l'impression que c'est une armée clanique. Mais lorsqu'il y a certains qui sont plus intéressés par la chose, c'est tout à fait normal que les gens se retrouvent plus dans la boîte. Bon, maintenant, pour en venir à votre question, qu'est-ce que l'apport, les forces de les autorités militaires, en fait, le militaire peut faire? Je crois que, comme l'a dit M. Zango au début, aujourd'hui, la hiérarchie militaire est consciente du phénomène. Lequel, c'est que, c'est vrai, à un moment donné,
les relations entre civils et militaires se sont complètement dégradées. Et aujourd'hui, on a besoin de reconstituer ces relations. Donc, du côté des militaires, aujourd'hui, on met l'accent, et d'ailleurs le projet ACREP nous donne les moyens, on met l'accent sur la formation des personnels. Tout ce qu'on peut faire, si nous voulons que des événements interprétés à tort ou à raison par les uns et les autres du passé, si nous voulons les éviter, il faut passer par la professionnalisation, la formation professionnelle. Et aujourd'hui, cette volonté existe. La preuve, vous allez voir. Même l'accord politique global dit, confie les missions, en priorité les missions de sécurité, sécurisation des populations aux forces de police et de gendarmerie. La raison est simple. Parce que c'est des forces qui sont plus outillées. La formation cadre avec un certain nombre d'événements, notamment la répression des manifestations, bon, pas forcément la répression. L'encadrement, la répression, c'est des gens qui sont formés pour ça. Et je crois que c'est dans ce sens que les autorités gouvernementales ont fait un effort. Et de 2005 à 2007, vous allez constater que les effectifs de la police de la gendarmerie ont été considérablement renforcés. C'est juste pour permettre à ces forces-là, non seulement de disposer des ressources humaines, mais aussi, je crois que les équipements suivront pour permettre quand même aux gens de faire un travail conséquent et professionnel, conformément aux principes admis dans tous les États démocratiques. Pour ce qui concerne par exemple la police, vous allez voir, d'ici le mois prochain, il y a un contingent d'environ 1200 qui vont s'ajouter à l'effectif. Je crois que la volonté des autorités, que ce soit politique ou militaire, est très manifeste et je crois que nous avons intérêt à les encourager dans cet élan-là, plutôt que de toujours regarder dans le rétroviseur. C'est bon de temps en temps de regarder dans le rétroviseur, mais lorsque vous regardez tout dans le rétroviseur, vous risquez de commettre un accident devant. D'accord. Eh bien, nous disons merci à nos invités, fidèles téléspectateurs, si vous venez donc de nous prendre au vol. Je vous rappelle que cette émission elle est spéciale, elle a été initiée par le Bureau régional des Nations Unies qui lutte pour le désarmement et le renforcement de la paix. Et bien, ce soir, nous parlons des relations entre les civils et les militaires. Nous essayons de faire ressortir la problématique et de trouver des approches de solutions. Nous en discutons avec M. Thierry Zang, qui est coordonnateur de programme associé UNREC. Nous sommes également avec M. Rodrigue Bougui, qui est secrétaire général de JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Et le capitaine Messa Akobli également des nôtres. Il est attaché de cabinet au ministère de la Sécurité. Nous allons marquer une petite pause et nous allons nous retrouver juste après.